Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à remercier notre cher professeur, Monsieur Akri Abdelkabir, qui déploie toujours ses efforts pour assurer une formation aussi complète. Et je vous remercie également, mes chers collègues, d'avoir assisté à cette présentation. Toujours dans le module système financier et financement de l'entreprise et dans le cadre des modalités de financement, aujourd'hui, on va traiter un type de financement appelé le financement interne. Le financement désigne l'ensemble des opérations qui permettent aux agents économiques d'obtenir des fonds. Pour assurer le financement des activités économiques, il est nécessaire de mettre en relation les agents qui ont une capacité de financement et ceux qui ont un besoin de financement. Certains agents ont des dépenses inférieures à leurs recettes. Ils dégagent des capacités de financement. Revenu, c'est-à-dire un revenu qui dépasse les dépenses. À l'inverse, d'autres agents économiques ont des investissements supérieurs à leur épargne et présentent alors des besoins de financement, c'est-à-dire leurs revenus dépassent leurs dépenses. D'un point de vue macroéconomique, les ménages dégagent des capacités de financement, alors que les entreprises non financières et les administrations publiques ont des besoins de financement. Pour réaliser un investissement, les agents économiques peuvent utiliser leurs ressources propres ou recourir au circuit de financement de l'économie. L'analyse de la situation financière de l'entreprise met en évidence les besoins de financement des cycles d'investissement et d'exploitation. Le choix des modes de financement relève des décisions d'arbitrage visant à assurer l'équilibre de la structure financière sur le long terme. L'entreprise doit-elle se financer en interne ou bien en façon externe? En quoi consistent les financements internes? À travers ce travail, nous traiterons les différents modes de financement interne en passant en revue leurs avantages et limites. Voilà le plan sur lequel on va se baser pour présenter ce travail. Dans un premier temps, on va commencer par traiter le financement interne. On va voir dans cette partie une définition de financement interne et aussi on va voir les objectifs de financement interne ainsi que les modalités de financement interne. Après, on va aborder les avantages et les limites du financement interne et puis on va voir les statistiques des modes de financement au Maroc avant de boucler notre sujet par une conclusion récapitulative et générale. Commençons par la première partie qui parle du financement interne. Qu'est-ce qu'un financement interne? Le financement interne consiste pour l'entreprise à utiliser ses propres ressources, c'est-à-dire les bénéfices et les réserves, pour financer son activité. Cette forme représente l'autonomie et l'indépendance de l'entreprise envers les tiers. L'agent économique procède par le financement interne lorsqu'il finance une opération économique à l'aide de ses ressources propres. Le financement interne se compose généralement de l'autofinancement formé par les bénéfices non distribués, ainsi que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux réserves, et aussi le produit de cession d'actifs, que ce soit des créances, des terrains, bâtiments, brevets, etc. Et on a aussi l'augmentation de capital. Quel est maintenant l'objectif de financement interne? Le financement interne assure l'indépendance financière de l'entreprise. Une entreprise se finance par ses ressources internes, assure son indépendance financière. En effet, en recourant à l'autofinancement, l'entreprise ne fait pas ou peu appel au financement externe tel l'empreinte bancaire. Donc, l'entreprise garde son indépendance financière et n'est pas soumise aux décisions des banques. Le financement interne accroît la capacité d'endettement de l'entreprise. Le financement interne permet ainsi d'augmenter les capitaux propres de l'entreprise. Cette augmentation des capitaux propres améliore la garantie de l'entreprise en cas d'endettement auprès des établissements de crédit. Plus les capitaux propres augmentent, plus l'entreprise a la possibilité d'augmenter son endettement. Les modalités de financement interne. Comme on sait tous, il existe 4 types de financement interne. L'autofinancement, la cession d'éléments d'actifs, l'augmentation de capital
et les apports personnels des associés en compte courant. Commençons par l'autofinancement. L'autofinancement constitue une source interne de financement dégagée par l'entreprise grâce à son activité. En effet, le meilleur moyen de financement reste et sera toujours l'autofinancement, puisqu'elle est gratuite et évite de faire appel à une source de financement extérieure. Les bénéfices sont généralement réinvestis dans l'entreprise pour la faire évoluer. Il faut cependant l'accord des actionnaires du fait de la faiblesse des dividendes. En règle générale, l'autofinancement est le fait de financer l'activité ou les investissements d'une entreprise à partir de ses capitaux propres existants, sa propre rentabilité, son épargne et ses amortissements. Autrement dit, l'autofinancement, c'est la forme préférée de financement des entreprises. Plus précisément, c'est la forme la plus facile à mettre en œuvre car il n'y a pas à obtenir l'accord des personnes extérieures à l'entreprise et qui n'entraîne pas de frais. Toutes les entreprises l'utilisent, y compris les plus grandes entreprises. L'autofinancement est le financement des investissements par les moyens propres de l'entreprise. C'est la source qui provient de l'activité de l'entreprise et est conservée par elle. L'autofinancement a pour avantage d'assurer à l'entreprise son indépendance. Il se mesure par la manière suivante. L'autofinancement égale la capacité d'autofinancement moins les dividendes. Et quand on parle de l'autofinancement, on parle automatiquement de l'amortissement et des provisions. L'amortissement est la mesure d'une dépréciation subie par les immobilisations. C'est une charge déductible de l'assiette imposable. Donc, il permet à l'entreprise d'avoir des ressources supplémentaires. C'est pourquoi les financiers préfèrent voir dans l'amortissement le mécanisme de financement interne, voire la possibilité de roulement des immobilisations. L'amortissement permet donc de compenser la dépréciation des immobilisations. Elle est considérée comme moyen de remplacer les immobilisations au moment où elles cessent d'être utilisables. Du point de vue financier, l'amortissement est une ressource qui s'intègre dans l'ensemble des ressources de l'entreprise et se forme d'une façon continue. Il n'est pas affecté exclusivement au remplacement. En outre, l'autofinancement de l'entreprise aura en ressource principale ses amortissements qui, en attente de financement du renouvellement de l'immobilisation pour laquelle elle est constituée, sera utilisé à l'accroissement de l'ensemble des ressources financières. Les provisions. Toutes les dotations aux provisions ne font pas partie de l'autofinancement. Seules les provisions à caractère de réserve, c'est-à-dire constituer son objet précis ou très aléatoire, sont comprises dans le calcul de l'autofinancement. Il faut donc écarter les provisions qui ne sont pas faites que des charges à terme, comme provisions pour créances douteuses et provisions pour dépréciation des stocks. Passons maintenant au deuxième mode de financement interne, de financement par cession d'éléments d'actifs. Les entreprises ont la possibilité, si elles le souhaitent, de vendre certaines immobilisations. Cette vente est appelée cession et fait l'objet d'un enregistrement comptable afin d'éliminer l'immobilisation du patrimoine de l'entreprise. Ils peuvent résulter d'un renouvellement normal des immobilisations, de la nécessité d'utiliser ce procédé pour obtenir des capitaux ou de la mise en œuvre d'une stratégie de recentrage. En effet, la sortie d'une immobilisation du patrimoine de l'entreprise, qu'elle résulte d'une cession à un tiers volontaire, soit vente, soit donation, ou forcée, expropriation, confiscation, exclusion, entraîne, d'une part, son retrait du bilan par annulation de sa valeur nette comptable à la date de l'opération. D'autre part, en cas de cession à un tiers, une créance sur celui-ci du montant de prix de cession. La différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable constitue le résultat comptable de la cession.
soit une plus-value, soit une moins-value sur cession d'éléments d'actifs. En cas de plus-value, cette valeur constitue une source supplémentaire de financement. La cession d'éléments d'actifs d'une entreprise peut être pour plusieurs raisons. Renouveler certaines immobilisations, constituer un capital pour financer un investissement, recentrer l'activité de l'entreprise pour se concentrer sur une activité bien choisie. Dans tous ces cas, l'entreprise va dégager un surplus monétaire qui peut être utilisé pour financer des projets futurs. Donc, on va voir la troisième modalité de financement interne. C'est le financement par augmentation de capital. L'augmentation de capital est d'un point de vue financier une vente d'actions dont le produit revient à l'entreprise, qui va entraîner un partage de différents paramètres de l'entreprise. Droit aux dividendes, aux bénéfices, aux bonus de liquidation, aux capitaux propres, aux droits de vote entre les différents apporteurs de capitaux. Ce mode de financement est plus rare. Il constitue une source de financement interne lorsqu'il fait appel aux actionnaires, aux associés d'origine, c'est-à-dire les actionnaires qui ont déjà une part des actions de l'entreprise, pour accroître les ressources stables. En revanche, l'augmentation du capital se fait grâce à de nouveaux actionnaires ou associés lorsqu'il s'agit d'un financement externe. Donc la différence entre les financements internes et externes dans ce cas, c'est le genre des associés qui achètent les actions lorsqu'ils sont d'origine de l'entreprise, sont des actionnaires d'origine. Donc, c'est un financement interne lorsqu'il y a de nouveaux associés, donc il s'agit d'un financement externe. Donc, l'augmentation de capital peut se faire soit via incorporation de réserves, via les repos à nouveau, via les apports en numéraire et via les apports en nature, et dernièrement, une transformation des créances. Donc, on va commencer par augmentation de capital via incorporation de réserves. Donc, il s'agit de puiser dans les ressources propres de la société en incorporant une partie de ses bénéfices dans son capital social. Les bénéfices cumulés sont utilisés pour renforcer les fonds propres de la société. De ce fait, ils ne prennent pas la forme de dividendes, ils ne sont pas partagés entre les associés dans le cas d'une société à responsabilité limitée, par exemple. Donc, l'incorporation de réserves se fait par l'émission de nouvelles actions et ne requiert pas d'entrée de nouveaux actionnaires ou associés. L'apport s'effectue par un versement classique entre le compte des réserves et le compte lié au capital social. Donc, tout simplement, on va diminuer les réserves pour augmenter le capital sous forme d'actions. Le deuxième type, c'est le repos à nouveau. C'est quoi le repos à nouveau? Le repos à nouveau est constitué par le montant de bénéfices des exercices antérieurs qui n'ont pas été distribués aux actionnaires ou affectés à un compte de réserve. Ces bénéfices sont gardés dans l'entreprise d'une année à une autre pour les ajouter aux bénéfices de l'exercice suivant. Troisième type, l'augmentation du capital via apport en numéraire. Donc les fonds sont apportés par les associés et les associés d'origine. Les apports sous forme de liquidité sont directement injectés dans le capital social. Néanmoins, cette forme d'augmentation de capital ne peut s'effectuer que si le capital social initial a été également levé. Quatrième type, c'est augmentation du capital via les apports en nature. En lieu et place de liquidité, les fonds apportés par les associés d'origine prennent la forme de plusieurs biens en nature. Donc les actionnaires n'apportent pas de liquidité, mais des biens en nature. Il peut s'agir par exemple d'équipements, de matériel, de transport par exemple, d'une machine, d'un brevet,
d'une connaissance spécifique, d'un fonds de commerce. Il est important de savoir de l'augmentation du capital par rapport en matière ne peut se faire qu'après avoir nommé un commissaire aux comptes. Son rôle consiste à évaluer la valeur des biens en matière pour donner une valeur exacte à les valeurs apportées par les actionnaires d'origine. Donc on va passer au cinquième type, l'augmentation du capital via transformation des créances. Donc il existe une ultime solution pour permettre de réaliser une augmentation de capital. Il consiste à transformer une partie de dette en capital. Cette méthode présente une limite majeure puisque l'augmentation du capital ne peut pas dépasser le montant de la dette de départ. Donc l'entreprise, lorsqu'il a besoin d'augmenter le capital, donc tout simplement, il va transformer une partie des dettes pour augmenter son capital. Donc on va passer aux dernières modalités de financement. C'est le financement par les apports personnels des associés en compte courant. Le compte courant d'associés constitue une source de financement interne pour l'entreprise, souvent plus facile à obtenir qu'un prêt bancaire classique. Donc les apports des associés en compte courant sont à distinguer des apports initiaux en capital. En effet, les apports en compte courant correspondent à un prêt des associés à l'entreprise pour faire face à un besoin temporaire de trésorerie, donc de financement. Ces apports se rapprochent des caractéristiques de financement externe car il doit être remboursé et génère des intérêts. Passons maintenant aux avantages et limites du financement interne. On commence tout d'abord aux avantages de l'autofinancement. L'un des principaux avantages de l'autofinancement est qu'il oblige le dirigeant à fonder des bases solides pour son entreprise. Cette méthode de financement nécessite une gestion financière précise et peut permettre la croissance de l'entreprise même avec des ressources modestes. L'autofinancement fournit une indication relative aux permanences de l'entreprise. C'est-à-dire, un autofinancement élevé augmente la capacité d'endettement de l'entreprise, ce qui améliore son image auprès des institutions de crédit. Cela rassure les apporteurs de capitaux externes sur les possibilités de rémunération et de mise en valeur des fonds qu'ils peuvent fournir. L'autofinancement informe sur la capacité de remboursement de l'entreprise. Ainsi, il réduit le coût de financement, surtout lorsque les taux d'intérêt sont élevés. L'autofinancement est une source de financement accessible à toutes les entreprises. L'autofinancement permet l'autonomie de prise de décision et l'indépendance de l'entreprise. Le financement par cession d'éléments d'actifs, ou plus particulièrement par cession d'immobilisation, a l'avantage d'agréer à l'entreprise le financement de son investissement de ressources provenant de la plus-value de ces cessions après impôt, ce qui tolère le renouvellement des immobilisations afin que l'entreprise puisse s'adapter et répondre à la demande du marché, augmentant ainsi sa rentabilité économique. Pour les limites de l'autofinancement, on trouve l'insuffisance d'assurer le maintien de l'activité, l'insuffisance des ressources financières, c'est-à-dire que la capacité de financement de l'autofinancement peut, en fonction de l'entreprise, s'avérer bien trop limitée pour assurer le développement de l'activité. L'autofinancement peut rompre l'équilibre entre les dirigeants et actionnaires, surtout dans les grandes sociétés. Pour les cessions d'éléments d'actifs, en commençant par les avantages de cession d'éléments d'actifs. On trouve l'adaptation et la réponse aux besoins du marché, l'amélioration de la rentabilité économique et le temps de rotation de l'actif et le renouvellement des immobilisations. Passons aux limites de cession d'éléments d'actifs. Les sources de financières sont non courantes car la majorité des équipements et des machines ont une valeur nulle du vu qu'elles ne sont totalement amorties. Les cessions des actifs immobilisés auront pour effet diminution des capacités productives de l'entreprise. Passons maintenant à l'augmentation du capital. On trouve pour les avantages
que l'augmentation du capital est un signe fort de garantie vis-à-vis les établissements de crédit et les créanciers. L'augmentation du capital adhère l'équilibre de la structure financière du bilan. Il permet aussi l'amélioration de l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des capitaux externes. Ainsi, il permet d'éviter le recours à l'emprunt et de limiter le coût du financement. Pour les limites, une augmentation de capital implique une assemblée extraordinaire. Ainsi, cette mesure exceptionnelle peut faire l'objet d'une lourdeur dans son adoption. De ce fait, cela ralentirait le processus d'action de la société. Par ailleurs, l'augmentation de capital désorganise la répartition antérieure des actions au sein de la structure. Cette désorganisation peut remettre en cause l'équilibre instauré par le pacte des actionnaires. Ainsi, du fait de l'émission d'actions nouvelles, le rendement par action va, du moins au début, diminuer, entraînant une baisse du cours de bourse. Les investisseurs seront plus réticents à investir dans la société. Concernant les apports personnels des associés en compte courant, pour les avantages, on trouve que ces apports peuvent constituer également une source de revenus supplémentaires pour l'associé ou le dirigeant prêteur grâce aux intérêts d'emprunt versés. Ces comptes, il permet aussi de stabiliser les ressources stables de l'entreprise. Pour les limites, on trouve que les comptes courants d'associés comportent plusieurs inconvénients. Souvent, les avances en compte d'associés sont consenties sans indication de durée. Leur restitution est alors exigible à tout moment, ce qui peut fragiliser grandement la trésorerie de l'entreprise. Ces comptes peuvent conférer à l'associé un pouvoir de contrôle financier sur la société au gré de ses avances et des menaces d'en exiger le remboursement. Passons maintenant aux statistiques des modes de financement au Maroc. Dans cette partie, nous présenterons les statistiques des modes de financement au Maroc et pour ce faire, nous examinerons d'abord chaque secteur séparément, avec l'utilisation des graphes bien sûr, puis nous présenterons l'ensemble des secteurs à l'aide du tableau effectué par le Haut Commissariat du Plan. Commençons par le premier secteur, le secteur d'industrie. Dans le secteur industriel, comme vous voyez dans le graphique, le mode de financement qui représente la grande part des sources de financement est l'autofinancement, avec un pourcentage de 78%. Et le reste provient du financement d'origine familiale, 3,8%, et de financement externe, 18,2%. Selon le premier tableau, la répartition du mode de financement interne, plus particulièrement l'autofinancement, dans le secteur d'industrie en catégorie d'entreprise est le suivant. 89,5% des TPE industriels utilisent l'autofinancement comme source de financement. 70,8% des PME industriels font recours à l'autofinancement autant une solution de financement. Pour les GE industriels, le financement interne, ou bien l'autofinancement, constitue la principale source de financement pour un pourcentage de 59,3%. Deuxièmement, le secteur de construction. Dans le secteur de construction, le mode de financement dominant est l'autofinancement, qui représente 72,7% de l'ensemble du secteur. Le reste provenant de financement d'origine familiale avec un pourcentage de 9,8% et de financement externe pour 17,5%. La répartition du mode de financement interne est comme suit. Les TPE utilisent l'autofinancement comme source de financement à hauteur de 84,4%. 53,7% des PME font recours à l'autofinancement comme solution de financement. 47,2% des GE font appel à l'autofinancement autant une solution de financement.
Pour le secteur de commerce, ce secteur, le mode de financement le plus important est l'autofinancement, pour un taux de 62,2%, puis le financement d'origine familiale, 9,1%, et le financement externe, 28,7%. La répartition du secteur de commerce est comme suit. Les TPE utilisent l'autofinancement comme source de financement à hauteur de 67,1%. 55% des PME font recours à l'autofinancement comme solution de financement. 45,2% des GE favorisent l'autofinancement comme une source de financement. Passons maintenant au secteur de services. Comme les autres secteurs, le mode de financement primordial pour le secteur de services est l'autofinancement. Il représente un taux de 77%. Le reste est parvenu de financement d'origine familiale, 7,7%, et de financement externe, 15,3%. Dans le secteur de services, le mode de financement interne est réparti comme suit. Les TPE utilisent l'autofinancement à hauteur de 79%. 60,8% des PME font recours à l'autofinancement. 60,1% des GE font appel à l'autofinancement pour se financer. Et maintenant, l'ensemble des secteurs. En général, toutes les différentes catégories d'entreprises opèrent dans différents secteurs d'activité, utilisent principalement le mode de financement interne, avec un ratio de 72,1% du total. Le financement familial est de 8,2% et le financement externe avec une part de 19,7%. Voilà le graphe qui présente l'ensemble des secteurs. Au premier rang, on trouve les TPE qui font appel le plus au financement interne. 77,6% des TPE relevant les différents secteurs optent pour l'autofinancement comme source de financement. En second rang, on repère les PME, dont 64,4% optent pour le financement interne. En troisième rang, on aperçoit les GE. Eux également optent à la solution de le financement interne, mais seulement à hauteur de 52,8%. Donc, au sein de ce travail, nous rappelons que pour se financer, quelle que soit sa forme et son importance, une entreprise a à sa disposition plusieurs moyens de financement. Reste à savoir quel investissement réaliser en se basant sur plusieurs critères et surtout comment le financer. À travers ce document, nous avons présenté les différentes modalités du financement interne pour une entreprise, à savoir l'autofinancement, l'augmentation du capital et la cession d'actifs. Nous avons montré ainsi les différents avantages que présente chacun des moyens de financement précités, ainsi leurs limites. Il faut savoir que, lors de sa création, puis au cours de son développement, l'entreprise, au moment opportun, doit détenir les ressources financières nécessaires pour faire face à ces échéances et utiliser au mieux les moyens dont elle dispose. Pour exercer son activité, l'entreprise doit d'abord engager les dépenses avant de percevoir les recettes, c'est-à-dire la réalisation des investissements matériels, que ce soit des terrains, des installations, des constructions, achat des matières et fournitures, prévoir la rémunération de la main-d'œuvre, etc. Ce n'est qu'ultérieurement à l'issue de la production et de la commercialisation que des recettes seront encaissées après la réalisation des ventes. Il y a donc un décalage dans le temps entre les paiements et les encaissements concernant aussi bien les investissements que l'exploitation. Ce décalage crée des besoins de financement que l'entreprise devra couvrir
en se procurant des fonds, soit en ayant recours au financement interne, soit au financement externe qui sera traité prochainement avec d'autres intervenants. Donc, merci pour votre attention.